Je vous remercie. Moi, j'ai été invitée à vous parler de l'expérience, que nous avons en Nouvelle-Aquitaine de télésuivi au long cours et donc peut-être vous faire un retour un petit peu sur l'observance, et l'efficacité qu'on a pu trouver. Je tenais à dire que je n'avais aucun conflit d'intérêt à déclarer pour cette présentation, en effet, notamment par rapport, à la société qui produit le Spirobank ou à la plateforme Pneumotel et je participe à quelques boards. Le dispositif de télésuivi, donc Télérespi, en Nouvelle-Aquitaine, a été mis en place à partir de 2015 et ce grâce, au soutien de Vaincre la mucoviscidose où en regardant, ce qui se faisait chez nos collègues justement pour la greffe, nous avions eu de l'intérêt pour pouvoir équiper des patients, plutôt très sévères, et au vu de l'efficacité qu'on a pu démontrer dans notre région, notre ARS de Nouvelle-Aquitaine a accepté de prendre le relais et de financer, ce projet. Alors dans le projet, donc c'est quelque chose qui va mettre, en contact donc le patient, sa famille avec un médecin référent et une cellule de coordination avec des transmissions, de données médicales et paramédicales et donc ça, c'est très encadré maintenant et il faut que ce soit le patient qui adhère volontairement ou sa famille et il doit signer une charte. Le patient, dans notre dispositif, doit disposer d'un suivi régulier dans un centre de compétences ou de référence parce qu'en effet, il n'y a pas que les patients atteints de mucoviscidose qui font partie du dispositif. Alors, c'est quand même en majorité des patients qui sont au sein des CRCM et donc le rôle des CRCM est d'informer le patient ou le représentant légal de la possibilité de ce télésuivi, de recueillir l'autorisation de transfert des données médicales sécurisées. Et à ce moment-là, la cellule de coordination prend le relais. Elle est autorisée par l'ARS. Elle a des conventions RGPD avec les différents CHU. C'est elle qui crée, en anonymisant la plateforme, sur la plateforme Pneumotel, le patient. Elle identifie également les kinés référents qui vont être de recours pour le dispositif. Elle informe les parents, les patients, les kinés. Et c'est la cellule de coordination qui paramètre et qui envoie le dispositif de télésuivi, alors qui se constitue d'un bilan numérique kiné et du spiromètre connecté. Cette cellule de coordination réalise également un petit peu en distanciel une éducation parce qu'il faut pouvoir installer et utiliser l'application et il faut savoir que ces spiromètres, il y a également un entretien qui est nécessaire et donc nous avons une petite fiche d'entretien, une petite éducation distanciée. Et surtout, c'est la cellule de coordination qui gère parce que comme tout matériel, il y a des problèmes techniques, et des problèmes de matériel et c'est elle qui gère les problèmes de matériel. Donc l'outil connecté, donc comme je vous le disais au départ, on est parti de l'outil connecté, qui était utilisé et qui est surtout remboursé, pour les patients greffés, où il y a en effet un petit questionnaire clinique, mais au départ la transmission était filaire via l'ordinateur et du coup progressivement on a pu développer, une application mobile qui reprenait initialement, nous avions des fiches bilan kiné qui étaient des fiches bilan papier, qui reprenaient les signes de l'exacerbation et donc on a mis sur le petit questionnaire de façon un petit peu ludique et facile, on a mis quelques signes cliniques, la toux, la fatigue, la fièvre, les hémoptysies, une évaluation de l'encombrement sur 10 qui initialement était faite par le kinésithérapeute et une mesure de la saturation, tous nos patients étant équipés d'un petit saturomètre de doigt. Quand les enfants, donc à partir de 6 ans, sont en capacité de faire des EFR et de souffler, ils ont donc une éducation qui était plutôt au CRCM, en présentiel, pour pouvoir utiliser donc ces Spirobank Smart connectés. Donc nous avons 228 patients équipés de Spirobank Smart, majoritairement des patients atteints de mucoviscidose. Pour les petits de moins de 6 ans atteints de mucoviscidose, ils peuvent ne télétransmettre, leurs kinés peuvent nous télétransmettre uniquement que la fiche clinique. Ce qui fait que nous avons au total 324 patients qui télétransmettent, majoritairement des patients suivis par les CRCM.
Alors, la cellule de coordination a un outil pour coordonner qui lui permet de voir en temps réel. Là, c'est le reflet. Alors, on fait le point tous les mois. Là, c'est le reflet de l'année 2020 qui vous montre toutes les tâches effectuées en rose clair par la cellule de coordination. En rouge, vous avez les alertes que la cellule de coordination a émises vers les centres de compétences. Et en bleu, le suivi. Alors, ce n'est pas toutes les télétransmissions, mais des spirométries. Donc, entre 2019 et 2020, cette cellule de coordination a dû gérer 10 120 et 15 177 télétransmissions, donc une belle augmentation. Globalement, on a pu constater que l'observance était bonne puisque nous demandons aux patients, pour les adultes, de souffler au moins une fois par semaine. Les enfants, on leur demande d'avoir 1 à 3 souffles par semaine et en 2020, la moyenne par patient est de 2,1 souffles par semaine, et par patient, contre, quand on avait démarré le dispositif, on était à 2,2 souffles par semaine. Alors, chaque année, on observe quand même une baisse. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une baisse physiologique, mais en tout cas, peut-être des vacances de la mucoviscidose, puisque en août et en janvier-février, on a une baisse systématique à 1,4 souffles par semaine, ce qui nécessite de la part de la cellule de coordination quelques relances pour reprendre le dispositif de télésuivi. Alors, l'observance sur le long terme est un petit peu différente en fonction du dispositif. Pour le dispositif pédiatrique, comme il y a pas mal de jeunes enfants, il s'appuie sur les kinésithérapeutes et la spirométrie est un outil d'évaluation, tout d'abord, de la séance de kiné chez les jeunes enfants. Et donc, vous voyez que chez les jeunes enfants, on a 65% qui soufflent plus de 3 fois par semaine. Ensuite, progressivement, maintenant, on a un retour sur les courbes et donc les kinésithérapeutes peuvent travailler avec notamment les jeunes ados sur une certaine autonomie de ces télétransmissions. Et donc, on en a 27% qui télétransmettent 1 à 3 fois par semaine et 8% qui transmettent moins d'1 fois par semaine. Donc globalement, on constate, même sur le long terme, pour nous en tout cas, que l'observance en pédiatrie est très bonne, majoritairement parce que le dispositif est probablement soutenu par les kinésithérapeutes libéraux qui suivent les enfants. Concernant les adultes, là, le dispositif est différent. Dans les 2 cas, il faut que le patient soit volontaire, bien sûr, pour pouvoir télétransmettre, mais les patients adhèrent, librement au dispositif et on leur demande de souffler au moins 1 fois par semaine. Et là, vous voyez que 57% d'entre eux, sur le long cours, télétransmettent au moins 1 fois par semaine, ce qui fait une observance, globale de 67%, donc ce qui est plus modéré par rapport à l'observance pédiatrique, mais quand même, sur le long terme, c'est une observance, comme vous avez montré Isabelle, qui est supérieure à ce qu'on a pu observer dans la littérature. Alors, ils sont en autonomie, mais la cellule de coordination peut quand même aider lorsque les patients peuvent décrocher au niveau de leur surveillance, de leur télésuivi. Ce qui a beaucoup aidé aussi, et donc on pourra en discuter peut-être après les présentations. Ce qui a beaucoup aidé sur l'observance, nous, c'est quand on a donné au départ, les patients n'avaient pas le retour sur leur courbe de spirométrie, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas leur courbe de VEMS et leur courbe de signes cliniques comme nous les voyons sur la plateforme Pneumotel. Et le fait de travailler donc avec l'application pour que les patients aient un retour sur leur courbe de spirométrie a été pour nous un facteur de meilleure observance et de meilleure télésurveillance. Il y a probablement en effet à développer des choses qui sont de l'ordre de l'IOTP, qui sont en cours. Alors la coordination au quotidien, qu'est-ce que ça représente? Donc ce sont des paramédicaux. Alors j'en profite pour remercier chaleureusement Sonia, Julia, Elisabeth et Monette qui tous les matins se connectent à la plateforme pour regarder toutes ces télétransmissions. Nous avons mis un algorithme où l'on considérait qu'une exacerbation, c'était l'ajout de plusieurs signes cliniques et d'une baisse de 10% du VEMS. Et dans ces cas-là, vous voyez, les patients s'affichent en rouge ou en rose clair. Quand les patients vont bien, ils sont en blanc. Quand l'exacerbation est plus modérée, ils s'affichent en orange.
Et donc il faut gérer tous ces patients. Il y a également la possibilité pour les patients ou les kinésithérapeutes d'envoyer des petits messages à la cellule de coordination et donc il faut aussi pouvoir, répondre aux messages et répondre aux sollicitations des familles, des patients et des kinés et il faut également voir comment évoluent les alertes qui ont été, générées. Donc la cellule de coordination paramédicale, sur la plateforme vérifie la qualité des courbes de spirométrie. En effet, parfois, surtout en pédiatrie, ils n'arrivent pas à bien souffler même si on fait de l'éducation, du premier coup et donc on leur demande à chaque session de souffler 3 fois, de produire 3 courbes de spirométrie et celle qui est retenue, c'est la meilleure. Donc chaque matin, les paramètres vérifient les courbes de spirométrie des patients. Elles lisent également les commentaires des patients et des kinés pour pouvoir leur répondre et transmettent au centre de compétences celles qui sont pertinentes. Il y a un croisement également des données spirométriques et cliniques parce que parfois on n'a pas envie de souffler ou les signes cliniques sont liés à autre chose. Donc elles interprètent les courbes à la fois de signes cliniques et de spirométrie. Elles appellent les parents et les patients et le kiné référent pour valider l'alerte et le plus souvent, ou en tout cas de gérer localement, souvent avec une majoration de la kinésithérapie respiratoire et un suivi un petit peu plus rapproché. Et toutes les alertes qu'elles considèrent comme significatives sont télétransmises au CRCM, notamment celles où il y a des signes cliniques et une baisse du VEMS ou lorsqu'il y a des hémoptysies, ça c'est télétransmis systématiquement. Donc le CRCM reçoit l'alerte. Alors là, je vous ai mis un exemple de Sonia qui m'écrit que le VEMS a baissé, la saturation est moins bonne et le patient est plus fatigué. Et donc, le CRCM traite les alertes qu'on lui envoie. Moi, j'ai fait le choix de les recevoir sur mon portable, mais on peut les recevoir différemment sur l'ordinateur par mail. Et on a mis en place un système qui permet de répondre sur ce que nous faisons de cette alerte. Est-ce qu'il s'agit d'une simple information? Est-ce que nous souhaitons intensifier la surveillance de ce patient? Ou est-ce que nous mettons d'emblée une thérapeutique? Et là, j'ai répondu intervention médicale avec dans les commentaires que nous avons la possibilité de mettre celui-ci, je l'ai hospitalisé pour cure antibiotique intraveineuse. Un petit encart sur le suivi des greffés. Alors, je vous ai montré tout à l'heure, le dispositif pour le suivi des patients greffés n'est pas le même, celui qui est remboursé, sauf que, nous avons des greffés pédiatriques et que, du coup, j'ai fait le choix de continuer le télésuivi avec le Spirobank Smart parce que je trouve que les courbes, sont très, très intéressantes et en effet, comme Isabelle nous l'a dit, ça permet de détecter, des deltas de DEM25-75 assez fins et donc dans le cas précis, ici, là, c'était fin 2019, début 2020, de détecter une bronchiolite oblitérante qui était en train de s'installer, donc de la prendre en charge très rapidement. Je n'ai pas pu résister à vous montrer le suivi des nouvelles thérapeutiques. Alors, ce n'est pas dévolu à ça. Là, c'est l'exemple d'une petite jeune fille qui était sous VNI en continu, hospitalisée en continu sous antibiotiques IV depuis plusieurs semaines, avec VNI continu, oxygène, et que nous avons, après compassionnel de Calideco, renvoyé à son domicile. Et donc, le dispositif nous a permis de voir cette bonne évolution à domicile de son VEMS et surtout la stabilisation. Un petit mot sur la période de la pandémie. Alors, Ralph, hier, nous a dit que les patients de Nouvelle-Aquitaine étaient plus stressés. J'en prends la mesure. En effet, il faut savoir notamment pour les patients adultes, ils rentrent d'eux-mêmes dans le dispositif. Et donc, nous avons eu plus de demandes dans la période de confinement, la mars-avril, de patients adultes et nous avons équipé 96 patients. Ça a augmenté bien sûr l'activité de coordination de la cellule de coordination et pour l'éducation et apprendre aux patients à bien télétransmettre. Il y a eu beaucoup de télétransmissions. Pour mémoire, donc les adultes, on leur demande de souffler au moins une fois par semaine et donc ces patients, qu'ils soient
pédiatriques ou adultes nous ont télétransmis 2,3 spirométries par semaine et par patient. Donc j'ai pu voir en couleur hier avec Mucofine qu'en effet les patients de Nouvelle-Aquitaine étaient peut-être un peu plus angoissés. Nous, ça nous a permis également d'étayer nos téléconsultations avec des données spirométriques objectives, avec un certain recul, une visibilité sur la qualité des courbes et donc d'objectiver des alertes et notamment la transmission de 40 exacerbations qui majoritairement ont été gérées localement, mais tout de même 15 cures antibiotiques intraveineuses qui ont pu être déclenchées pour des exacerbations sévères et qui ont donc pu être réglées en ambulatoire sur cette période où on ne pouvait pas voir les patients. Donc on a trouvé ce dispositif plutôt efficace. Alors en conclusion, alors sur le long terme, donc depuis 2015, on trouve que l'adhésion au dispositif est plutôt bonne. On a chaque année un petit questionnaire de satisfaction des usagers et vous voyez que là, la satisfaction de l'utilité du spiromètre connecté dans la prise en charge est plutôt très bonne avec dans les verbatims des choses plutôt de la réassurance, si au départ ils pouvaient avoir l'impression peut-être qu'on les envahissait un peu trop. Globalement, sur le long terme, on a plutôt une bonne observance, mais avec des modalités de fonctionnement qui sont différentes et progressives. Le dispositif chez les jeunes enfants s'appuie beaucoup sur les kinésithérapeutes, ensuite sur l'éducation et l'autonomisation progressive des jeunes ados. On a également un dispositif qui peut fonctionner en autonomie complète et pour certains patients à la demande. Il faut quand même reconnaître que certains grands ados ou certains adultes ont relayé le dispositif au placard, mais c'est moins que ce que l'on retrouve dans la littérature. Le dispositif est plutôt efficace pour objectiver les exacerbations précocement et les traiter. Majoritairement, maintenant, on fonctionne avec un système en ambulatoire, y compris pour la pédiatrie. Donc là, ça va faire l'objet d'une thèse avec des résultats donc ultérieurement. On trouve également que le dispositif est plutôt utile. Alors j'ai mis de façon large au suivi des thérapeutiques. Ça peut être l'antibiothérapie, la corticothérapie ou le Xolair pour la BPA ou plus récemment nos nouvelles thérapeutiques. Nous avons également un algorithme pour les asthmatiques sévères avec le suivi des biothérapies. Donc un dispositif qui est plutôt avec une bonne observance au long cours et donc j'en profite pour remercier Vaincre la mucoviscidose qui nous a permis d'amorcer Télérespi et donc ce joli projet et de remercier la cellule de coordination d'Akirespi ainsi que les CRCM et surtout les patients et leurs familles qui nous font confiance dans ce dispositif et qui continuent d'en être satisfaits et de participer. Merci beaucoup. Je vous invite toujours à compléter les questions sur le chat et je laisse la parole à Antoine pour nous présenter les objets connectés, un poids ou un atout dans l'autonomisation des patients. Donc Antoine, vous pouvez prendre la main sur les présentations.